regardez Midi 1 TV Afrique, merci de nous rester fidèles. Très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Génération News. Au sommaire, nous allons consacrer la première partie de cette émission au métier du cinéma en Afrique. Quelles sont les perspectives? En deuxième partie d'émission, nous allons parler de ce retour massif des stars du grand écran américain sur le sol africain. Et pour décortiquer tous ces sujets, j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Aïcha. Aïcha, vous êtes actrice sénégalaise. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité et de me donner l'opportunité de parler de mon art que j'aime bien. Alors, je m'appelle Aïcha Dem, je suis étudiante à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et parallèlement, je suis comédienne et apprentie cinéaste. Oui. Ok. Et nous allons également le plaisir de recevoir Chérif. Chérif, vous êtes scénariste sénégalais. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité et c'est un plaisir pour moi de partager ce plateau. Toujours pour parler du cinéma africain. Et juste à côté de moi, nous avons également Cher. Cher, vous êtes réalisateur, acteur et scénariste également sénégalais. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. J'en profite pour saluer mes confrères et consoeurs qui sont présents aujourd'hui. Je suis très honoré d'être là, de parler de ces sujets avec vous. Et nous allons terminer avec Mamito. Mamito, vous êtes actrice sénégalaise. Vous êtes également dans le domaine de la communication, la com. Merci d'être là parmi nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Je salue aussi ceux avec qui je partage le plateau. Et je suis très contente de partager aujourd'hui ce plateau avec mes confrères du cinéma. Alors, je le disais, nous allons consacrer la première partie de notre émission au métier du cinéma, les métiers du cinéma en Afrique. Ce métier d'acteur qui consiste à incarner différents rôles au cinéma pour faire voyager le téléspectateur. Alors, Mamito, vous êtes une des ambassadrices du cinéma sénégalais et africain. Comment se développe le 7e art au Sénégal? Pour ma part, je pense que ça se développe pas mal. Si on prend en compte les dernières années, les dernières productions qu'il y a eu au niveau africain, ça se passe très bien. C'est-à-dire que ça soit au niveau technique, au niveau des acteurs, les gens arrivent à faire des productions qu'on peut exporter en tout cas. La preuve, il y a beaucoup de productions qui passent aujourd'hui sur les chaînes comme Canal+. Donc pourquoi A+? Donc ça veut dire que ça fonctionne. Si je devais faire un bilan, je dirais que c'est un bilan assez positif. Ça se passe bien. Il y a plus d'écoles maintenant de cinéma, il y a plus d'écoles d'actorat, il y a plus d'écoles en tout cas qui proposent des formules, des formations pour les acteurs, pour les techniciens. Donc, dans un sens plus global, le bilan est assez positif pour moi. Est-ce que c'est un métier assez valorisé au Sénégal, Chérif? Oui, de nos jours, on a remarqué que ces trois dernières années, les gens affluent vers le cinéma, vers les métiers d'actorat, d'acteurs. Tout le monde veut faire du cinéma aujourd'hui. Donc, on est au centre de tous les arts, on peut dire. Même les mannequins s'invitent, n'importe qui veut faire du cinéma. Donc maintenant, il va falloir rentabiliser ce secteur, organiser ce secteur, voir comment ça se passe maintenant. Il y a beaucoup plus de rencontres, de réflexions qui se font, surtout avec les séries qui se multiplient dans les productions sénégalaises. Il y a beaucoup plus de séries, tout le monde est dans la production. Comment organiser ce secteur, comment rentabiliser ce secteur, chacun puisse savoir son statut et gagner de sa vie. Voilà, c'est là où se situe la réflexion en ce moment. Alors, Aïcha, vous avez démarré par le théâtre avant évidemment de devenir actrice. Est-ce qu'il y a une différence dans le jeu du comédien qui sort du théâtre et qui arrive dans le métier d'acteur ou actrice, comme c'est le cas pour vous? Pour ma part, je trouve qu'il y a une grande différence entre l'acteur, le comédien qui est habitué à une scène, du live en direct avec son public, et l'acteur qui est devant une caméra où le public est remplacé par cette caméra-là. Où aussi, on a la différence du point de vue du jeu. C'est-à-dire que quand on est sur la scène, on a l'habitude de multiplier les actions, on a l'habitude de multiplier tous nos gestes parce que le spectateur qui est au fond de la salle doit comprendre, doit adhérer à cette opinion-là que nous sommes en train de véhiculer à travers le texte du dramaturge.
Mais le cinéma, la caméra, c'est un ajustement. L'œil de la caméra permet à tout un chacun de comprendre. Et la différence aussi, c'est que quand l'acteur est face à la caméra, un tout petit geste peut changer le point de vue. Parce que la caméra doit être réglée, mesurée pour que le naturel soit plus reflété quand ils vont rendre les images. Et c'est d'où la différence. Et parfois, c'est compliqué de faire la transition. Moi, personnellement, ça me fait toujours peur, cette transition-là. Non, on va justement parler de cette transition-là. Vous êtes quitté du théâtre pour le cinéma. Déjà, pourquoi ce choix? Pourquoi vous n'êtes pas resté dans le théâtre? Pour ce qui me concerne, la transition s'est faite par crescendo. Parce que moi, j'ai commencé dans le théâtre en faisant le théâtre populaire dans les arcos de ma région à Tambacounda. Ensuite, j'ai intégré une école de théâtre professionnel, dit Fauticulture. Et dans cette école, on nous formait à à allier le théâtre sur scène avec le jeu naturel, avec des pédagogues que l'on nous amenait d'un peu partout, avec qui on partageait des méthodes d'Europe, de partout en fait. Et cette transition, elle a été possible parce que aussi, à travers cette école-là, il arrivait pour une pièce de théâtre que l'on a lu des vidéos avec le jeu, tout sur la scène. Du coup, quand on a lancé la promotion cinéma, c'était beaucoup plus facile, c'était c'est comme si on était préparé à le faire. Par contre, j'ai des camarades qui n'ont pas eu cette possibilité-là et qui peinent toujours à devenir des acteurs. Pourquoi? Parce que comme l'a dit Chérif, c'est une industrie qui est en devenir et que beaucoup de personnes veulent devenir aujourd'hui des acteurs, des mannequins. Tout le monde veut être acteur parce que tout le monde veut être célèbre. Sauf que quand on veut être acteur, parce qu'on veut être célèbre et qu'on n'a pas de formation, on ne rend pas au rôle ce qu'il doit. On ne l'interprète pas comme il doit l'être et les gens vont se plaindre, les professionnels vont se dire non mais attends, c'est quoi ce film? Non attends, quel que soit le réalisateur, quel que soit ce qu'il va faire, tout le monde va se dire non mais attends, cet acteur-là, qu'est-ce qu'il a fait? Et après, justement, Mamito, avant de donner la parole à Cher, passer la parole à Cher, Aïcha a soulevé un point, parce qu'aujourd'hui, on a des mannequins, justement, qui viennent dans le métier, qui viennent embrasser le métier d'acteur. Est-ce que, comme elle a dit, ça ne crée pas un petit peu le flou? Parce qu'évidemment, si la performance elle est mauvaise à l'écran, c'est tous les acteurs derrière qu'on va un petit peu, entre guillemets, incriminer, on va le dire, si on peut le dire ainsi. Moi, je pense tout autrement. Je me dis que c'est pas parce qu'on est mannequin qu'on a un mauvais jeu d'acteur. Moi, j'ai jamais appris le cinéma, j'ai jamais fait de cours de cinéma, bon, à part pour être réalisatrice. Donc, j'ai commencé à jouer, par exemple, dans Dinamonaire. Je travaillais avec Leuze à l'époque, donc je venais à chaque fois, Leuze le réalisateur, je venais sur le plateau du tournage pour lui amener des documents. Donc, à chaque fois, je faisais mon petit show, je les faisais rire et tout. Donc, Mounas, elle m'a dit, mais pourquoi tu n'intègres pas? On a un personnage qui parle français et tout. J'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Au bout de 3 mois de discuter, vas-y, juste 2 épisodes, 3, après c'est bon. Je dis bon, ok, puisque c'est juste 2 épisodes, ok. Je ne l'ai jamais appris. Donc moi, j'étais pas mannequin non plus. Mais c'est pas parce qu'on est mannequin qu'on va pas réussir dans le cinéma. C'est pas parce qu'on est électricien qu'on va pas réussir dans le cinéma. Il y a des choses, c'est Dieu qui fait qu'en fait c'est en nous, c'est naturel. Et que devant une caméra, c'est beaucoup plus facile pour certains, alors que pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile. Ils ont besoin d'être coachés, ils ont besoin d'aller faire des formations. Donc les mannequins, les chanteurs, les animateurs radio, télé, tout le monde s'y met. Si ces personnes-là ont du talent, pourquoi pas? Moi, je suis pas contre. Ce qui me dérangerait, c'est qu'on utilise une personne parce que tout simplement, elle a une belle plastique ou sa tête passe mieux ou on la connaît à la télé ou à la radio, alors que devant la caméra, cette personne, elle est vraiment pas regardable. Je veux juste rebondir par rapport à ce qu'elle a dit, que je trouve aussi intéressante parce que dans ce milieu-là, ce qui se passe, c'est qu'on ne dit pas qu'il faut, les mannequins par exemple, c'est un métier ouvert à tout le monde. Le métier d'actorat, c'est la vie de tous les jours. C'est une capacité à entrer dans un personnage, à vivre avec ce personnage-là, à le nourrir. C'est ça qui fait la beauté.
la personne lambda peut être un acteur. Sauf que pour que l'acteur puisse perdurer et qu'il puisse révéler d'autres facettes de cette personne-là, elle a besoin d'être coachée. Ce qui fait que dans nos séries ou dans nos films, ce que l'on retrouve, c'est qu'on a des acteurs monotones qui ne peuvent pas varier. On retrouve la même chose partout et après ça pose problème et après d'autres se plaignent. Et nous, moi personnellement, je suis mal placée pour prétendre être une actrice parce que je le dis depuis le début, je viens d'arriver dans le cinéma et c'est extrêmement compliqué pour moi, en tant que comédienne, de m'intégrer. Alors, on a tous grandi avec des séries africaines, c'est le cas des Bobo Diouf au Burkina Faso, ou encore ma famille en Côte d'Ivoire. Et ces séries ont permis à certains acteurs africains aujourd'hui qui font la fierté du continent à travers d'autres pays, comme Michel Gou ou encore Serge Abessolo. Mais est-ce que, cher, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, le secteur du cinéma est un petit peu lésé malgré son énorme potentiel ? Bon, personnellement, je ne dirais pas ça parce que c'est un point de vue. Certains diront qu'actuellement, le secteur il est en plein boom. D'autres diront qu'ils n'arrivent pas à trouver leur place. Mais moi, je dis que ça part de l'environnement. Parce que quand on fréquente les bonnes personnes, quand on est dans les structures qui sont dans le coup, comme on peut dire, là, on se trouve facilement des projets sur lesquels travailler et autres. Mais quand on est un peu extérieur à tout ça, on a parfois du mal à trouver sa place. Parce que, nous le savons culturellement au Sénégal, c'est « je te connais, tu me connais, viens au travail ». Et parfois, même au niveau professionnel, les gens, ils hésitent à prendre des gros professionnels pour travailler sur un projet, car ils se disent qu'avec les professionnels, c'est difficile à gérer et tout. Personnellement, j'ai même vu des directeurs artistiques sur un plateau qui avaient du mal à communiquer avec l'acteur, soi-disant parce que l'acteur avait beaucoup plus d'expérience. Alors, on ne pouvait pas venir vers l'acteur lui dire que non, en fait, on ne recherchait pas ton style de jeu, non, on voulait plus ça et ça. C'est des problèmes qu'on rencontrait. Alors, eux, ils préfèrent travailler avec des jeunes qui viennent de rentrer dans le coup, qui sont beaucoup plus modélables, je peux dire. Voilà, effectivement. Et c'est ça. Mais actuellement, moi, je pense que le secteur, il est en plein boom. Alors, Mamito, je ne sais pas, vous voulez rebondir sur ce que... Ce qui m'a fait rire, en fait, c'est que il a raison quand il dit que c'était un peu difficile de coacher un acteur professionnel sur un plateau. Parce que sur un plateau, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que tout le monde est réalisateur. Tout le monde est caméraman, tout le monde est chef, tout le monde est ingé-son, tout le monde est... En fait, les rôles ne sont pas très respectés. À part les productions étrangères, si c'est une production locale où je connais le réal, je connais l'inson tel connaît tel, c'est bon, Mamito, écoute, ta scène, c'est ça, tu rentres par-ci, tu t'assois là, tu fais ça. Je vais lui dire, tu ne penses pas que si je rentre par là, je ne m'assois pas, est-ce que je ne vais pas rentrer par... En fait, c'est que tout le monde fait ça, fait son réalisateur, tout le monde fait son ingé-son, tout le monde fait son chef-op. Il faut que les rôles soient dispatché et respecté. C'est-à-dire le chef-op, c'est le chef-op. Il se pose, il attend que le réalisateur lui donne un peu ses instructions. Il parle à la lumière, au son. En fait, que chacun respecte le travail de l'autre. Mais un acteur ne peut pas, sur un plateau, pas imposer, mais tout le temps mettre son grain de sel dans ce que le réalisateur a prévu de faire. En fait, moi je pense que même ici au Sénégal, on peut faire la différence entre les grands plateaux et ce qui se fait sur le tas, en fait. Même les grands réalisateurs qui sont actuellement ici, tu peux citer Moussa Senlabsa, Moussa Touré, c'est des gens qui sont très bien respectés dans leur plateau. En fait, ils savent bien ce qu'ils font. Donc, je veux dire qu'il y a les grosses productions qui demandent beaucoup plus de techniciens et que là où le travail est à la lettre est respecté. Mais il y a la grande majorité des jeunes actuellement qui se lancent dans le plateau de tournage avec 3 techniciens ou 4, quelqu'un qui fait 4 métiers en même temps, l'autre qui fait ça, et finalement, ils se disent que c'est un plateau de tournage et ils sont en train de produire pour la télévision. Et maintenant, une fois qu'ils passent à la télévision, il y a l'audience qui est là, tout le monde est en train de suivre, tu penses que tu as la qualification requise d'un réalisateur ou d'un technicien ou d'un chef-op, alors qu'il y a beaucoup de failles qu'on voit dans la production qu'on est en train de recevoir. Donc, de la production, de l'image jusqu'à la télévision, la distribution, il y a
nullement quelque part où quelqu'un doit censurer, vérifier, critiquer, arrêter, stop, bien à part. Donc la production est libre et ouverte à tout le monde. Qui sait produit, qui ne sait pas produit. Et finalement, on est dans un problème. Quoi, en fait. Il a parlé de ce lobbying-là dans le milieu du cinéma. C'est en quelque sorte un lobbying malsain en fait. Malsain en fait. Pourquoi? Parce que tu vois quelqu'un qui achète une caméra. Il a la possibilité d'acheter une caméra parce que sa mère ou son père a les moyens. Et lui, il n'a pas les prérequis pour être un réalisateur ni un cadreur. Il n'a que les moyens et il veut réaliser un film. Il n'a pas de scénario, il n'a rien. Il demande à ses amis de venir l'aider. Ce qui fait que l'acteur, quand on te prend, tu as l'habitude de jouer, tu connais quand on est habitué à être sur un plateau, parfois on sait anticiper les choses. Parfois, on te donne un texte, tu regardes le texte, tu te dis, mais qui a écrit ça? Et lui-même, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va se faire. Et d'habitude, ce qui se passe, les gens, ils sont là, ils te disent, c'est une situation qu'on donne. Il n'y a même pas de texte, c'est une situation. Et l'acteur, il a la possibilité de modeler. Ce qui fait que l'ingénieur de son, il peut se dire, mais ton acteur là, il se déplace comme ça. Est-ce que tu ne penses pas qu'il pourrait entrer comme ça, comme tu l'as dit? Et ça devient un chaos total. Parce que chacun s'immisce dans les affaires de l'autre. Tu vois l'ingénieur de son qui vient voir le cadrage, qui te dit, non, mais il faut faire des plans serrés. Ce n'est pas comme ça, il faut faire ça. Il te rectifie. Les fonctions ne sont pas... ce clientélisme-là, il ne marche pas et il pose un problème très grave pour le cinéma sénégalais et africain en général. On va peut-être avancer sur le débat. Alors, il y a aujourd'hui beaucoup d'acteurs africains ont tendance à repartir vers leur formation initiale parce qu'ils ont vraiment un petit peu du mal à s'en sortir. Est-ce que vous pensez réellement qu'on arrive à vivre du métier d'acteur en Afrique, cher Chérif? Pour vivre, sincèrement, pour vous dire qu'avec ce que j'ai comme information et tout, dans le milieu, c'est très difficile de vivre du métier d'acteur aujourd'hui parce que c'est pas comme dans les autres pays, les Américains, où dans l'année, tu peux jusqu'à 2 ans, 3 ans, tu as des productions qui attendent, tu termines un film, tu enchaînes. Ici, tu termines un film, tu attends, s'il y a un casting, 2 mois, 3 mois, 1 an plus tard, tu es dans un autre projet. Parfois, la sélection ne se fait pas de manière technique. Parfois, c'est juste des connaissances qui se passent, en fait. Ou bien tu entres dans le système de lobbying, comme elle vient de dire. Ça marche. Des systèmes de relations. Je connais tel acteur. Attends, je te mets en contact avec telle personne. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il va falloir bien organiser le métier. Parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui se revendiquent acteurs et qui veulent vivre de ce métier. En fait, c'est un métier. Ça part de la profession. Maintenant, comment rentabiliser le métier d'acteur? Est-ce qu'il faut dans les textes prévoir le statut des cachets des acteurs, etc. Comment on va faire pour le minimum requis pour qu'on doit payer un acteur? Tout ça, c'est des sujets ouverts, des sujets de réflexion qu'on invite à la production, la direction cinématographique. Alors, Mamito, est-ce qu'il faut peut-être davantage multiplier des initiatives comme le FESPACO ou encore le festival du cinéma de Marrakech pour valoriser davantage le travail des acteurs et notamment des réalisateurs? Non, mais il faut des festivals, il faut des rencontres, il faut en tout cas ce genre de cérémonies qui permettent de primer les professionnels du cinéma et ça peut peut-être inciter d'autres à faire des produits qui leur permettront par la suite de grimper sur un podium ou de recevoir un prix. Il le faut parce que tout travail mérite d'être montré. C'est-à-dire si moi je fais un film, c'est pas pour le ranger dans mes tiroirs, c'est pour qu'il soit vu, c'est pour qu'il soit primé par exemple dans des festivals, c'est pour que je puisse moi exporter ma culture, que je puisse exporter ma sénégalaïté. Donc ce genre d'initiative, effectivement, ça permet à la jeune génération de pouvoir faire des produits, en tout cas d'essayer au moins. Et en fait, il y a plusieurs types de festivals. Ce que vous avez cité, c'est des festivals qui sont peut-être au top niveau, au niveau africain, mais il y a des festivals dans des pays comme le Tchad, comme le Bénin, tout ça. En fait, à chaque fois, il y a des petits festivals qui récompensent les jeunes cinéastes, c'est-à-dire des gens qui ont commencé il n'y a pas très longtemps. Et donc, ça leur permet de pouvoir compétir à leur niveau et après grimper les échelons, aller peut-être pourquoi pas aller jusqu'au festival de Marrakech ou en tout cas au FESPACO. Voilà. Alors,
Cher, vous êtes réalisateur, vous êtes également scénariste. Comment ça se passe dans l'écriture d'un scénario et comment le scénario peut mettre en valeur les qualités d'un acteur? Ok, bon, par rapport à ça, dans l'écriture d'un scénario, moi, je suis, comme on peut dire, un maniaque. C'est-à-dire que au moment où je tombe sur un sujet que j'ai envie d'exploiter, l'écriture se fait de façon acharnée. C'est-à-dire que je peux m'enfermer 1 semaine, 2 semaines, mais tout le temps, je travaille sur l'écriture. Et en travaillant dans l'écriture, moi, comme je suis réalisateur, la majeure partie du temps, je réalise mes propres produits. Dans l'écriture, je travaille sur mes personnages. Et en travaillant sur mes personnages, je dégage chaque fois les aspects des personnalités dont j'ai besoin pour pouvoir avoir des personnages originaux et tout au niveau de l'écriture. Et à partir de là-bas, quand tout ce travail est fait, que je commence le casting, mon casting se fait toujours chaque fois par venir, tu m'interprètes quelque chose ou je te mets je te demande quelque chose s'est passé, maintenant réagis. Non, non. Moi, j'écris un monologue pour toutes les personnes présentes. Un même monologue que je présente. Et dans ce monologue, j'essaie de travailler tous les aspects. C'est-à-dire que la colère, des sentiments comme être heureux, la peur et tout, dans ce même monologue. Et en te donnant cela, actuellement au Sénégal, on n'a pas trop l'habitude de travailler sur des textes. Comme moi, je travaille en français, il faut qu'il y ait que cet acteur qui vient travailler pour moi ait une base. Et sur cette base, c'est grâce au monologue que je peux vérifier que cet acteur sous pression qui arrive, qui n'a pas l'habitude de travailler comme ça, il arrive, on lui tend le monologue, il regarde le monologue. Moi, j'ai fait plusieurs castings où j'ai présenté un monologue, mais 50% des gens qui s'étaient présentés pour le casting, en arrivant, ils sont repartis. Juste parce qu'ils ont regardé le monologue. Et à travers ça m'aide beaucoup. Ok. On va justement parler de cette grosse industrie du cinéma africain, Nollywood, qui arrive à s'autofinancer, on va le dire ainsi. Mais on a fait un constat que d'autres pays africains attendent toujours un petit peu l'aide extérieure, notamment de la France, pour financer ces projets. Que faut-il mettre en place? Que faut-il faire pour justement permettre au cinéma africain de s'auto-financer? Oui, je pense que ça, tôt ou tard, c'est la seule solution qu'il faut trouver, qui est pour moi la meilleure solution pour notre cinéma. Parce qu'actuellement, si on continue à laisser la production étrangère diriger notre politique cinématographique, c'est toujours nous dicter comment la culture va se faire, comment écrire notre histoire, comment raconter nos histoires. C'est un problème. Parce que toujours quand il y a une main étrangère dans nos productions, elle nous oriente sur nos goûts, nos envies. Et c'est pourquoi souvent vous voyez dans les productions africaines, le public est détaché des films sénégalais. On préfère les séries qui sont terre à terre mais qui nous parlent. Mais le cinéma en général, il y a un cinéma qu'on voit et qui n'est pas totalement authentique au public. Et ça pose un énorme problème. Et le problème se situe depuis la production étrangère qui met sa main. Donc, Nollywood, aujourd'hui, quand on en parle ici, dans les productions, les professionnels, ils ne veulent pas prendre toujours l'exemple de Nollywood comme un bon exemple du Nigeria parce que ça produit vite, ça produit beaucoup, il n'y a pas de qualité. Mais en fait, il faut voir ce qu'il faut prendre comme intérêt dans la production du Nigeria. Genre, comment ils font leur industrie, comment ils ont commencé jusqu'à l'aspect économique et communication, comment ils font leurs relations. Parce qu'aujourd'hui, il y a les acteurs de Nollywood, de Nigeria, qui vont aux États-Unis, d'autres qui reviennent. En fait, maintenant, ils sont ouverts au monde parce que c'est la 3e production, je crois, sur le plan mondial. Maintenant, comment s'inspirer de Nollywood pour protéger notre cinéma? C'est là où on doit réfléchir, à mon avis. Mais pas toujours dépendre de la coopération française, de dépendre du ministère de tel à l'étranger, qui viennent, qui installent leur salle, qui décident de notre film, qui choisissent les types de producteurs, les types de réalisateurs qui vont parler à notre cinéma. Ça, pour dire que la solution, mais disons-le, c'est la population. La population doit avoir la culture qu'un artiste ne peut pas vivre sans les fans. C'est les fans qui te font grandir. C'est-à-dire qu'un produit sort, on l'achète.
même si papa, maman et petite sœur veulent regarder le produit, mais qu'ils font ce geste, acheter le produit, cela peut développer notre secteur. Alors, avant d'aller à la pause, justement, avant de marquer une petite pause, Mamito, vous êtes actrice. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de refuser un rôle qui ne vous mettait pas en valeur, qui ne mettait pas vos qualités d'actrice en valeur? Oui, une fois. Et c'était avec le fils d'un grand réalisateur. Donc en fait, la scène, il y avait plusieurs séquences, mais parmi celles-ci, il y avait une séquence de nu, c'est-à-dire on allait filmer mon dos et quelques parties de mon corps. Et puisque moi, je fais partie de celles qui sont focus et qui sont bloquées dans Carmen Gay, le fameux Carmen Gay. Et donc pour moi, les scènes de nu, bon, je suis très ouverte d'esprit, ça ne me gêne pas du tout, mais il faut que ça soit bien fait. Et tant que ce n'est pas bien fait, je préfère pas mettre mon corps dedans. C'est l'heure pour nous de marquer une courte pause. Nous vous retrouverons évidemment dans quelques instants pour la deuxième partie de votre émission Génération News sur Média TV Afrique. A tout de suite. De retour sur Média TV Afrique pour aborder la deuxième et dernière partie de votre émission Génération News. Et dans cette deuxième partie d'émission, nous allons parler de ce retour massif des stars afro-américaines du grand écran sur le sol africain. De nombreuses célébrités se sont lancées dans une quête vers leur pays d'origine, de Samuel L. Jackson au Gabon, passant par Michael G. White au Ghana. Ils éprouvent en tout cas la volonté de revenir sur le continent africain. Qu'est-ce qui peut expliquer cette quête, Chérif? Moi, je pense que cette quête vient bien à son heure parce qu'actuellement, l'Afrique est au centre de tous les débats. C'est mon point de vue. Je pense que sur le plan de la musique, notre afrobeat est en train de faire beaucoup de bruit dans le monde. Actuellement, ces gens-là aussi, ils ont comme l'impression d'avoir découvert un nouveau continent. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de préjugés sur le continent noir. On disait il y avait la misère, le continent des arbres, de la jungle et tout ça, méconnu. Alors que quand ils sont venus, ils voient qu'il y a de belles cités, de jolies capitales et tout. Actuellement, c'est une curiosité de découvrir ce continent et ses décors. Et pour moi, l'Afrique doit profiter de ce retour de ces grands acteurs, de ces grandes stars en Afrique. En parlant de profiter de ce retour des stars américaines sur le sol africain, on a vu déjà le procédé qui se passe aux États-Unis en ce moment, c'est qu'à travers la génétique, les stars américaines arrivent à retracer leur pays d'origine. On a vu tout à l'heure sur l'écran l'acteur américain Eddie Murphy qui aurait des origines camerounaises. Quel est le pont qu'on peut faire aujourd'hui, Cher, entre le cinéma afro-américain et le cinéma africain? Par rapport à cette question, je dirais qu'ils ont quelque chose à gagner par rapport à venir en Afrique pour revendiquer leur origine. Par rapport à ça, moi je dis que actuellement on peut voir que pour tous les gros blockbusters qui sortent, l'Asie, ils pensent à l'Asie. Avant, il y a quelques années, ils pensaient à l'Asie. Il y avait même des scènes qui se faisaient tout spécialement pour l'Asie. Actuellement, l'Asie s'est développée, l'Amérique s'est développée, l'Europe aussi. L'Afrique est en train de se développer. Il y a un coup à jouer. Il y a un coup à jouer. Au niveau des blockbusters, si on arrive à nous intégrer dans ce système, ils vont gagner beaucoup, 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 beaucoup. Et là, il faut trouver un moyen pour toucher les différents peuples africains, les amener à croire que ces gens, ils sont là pour, ouais, je suis africain, je viens pour montrer mon pays et tout, et tout, et tout. Mais derrière, il y a quelque chose, moi je dirais qu'il y a une vision vraiment commerciale. Et nous, on ne peut pas juste regarder la chose se faire parce que ils ont l'intérêt de venir ici. Il faut aussi que nous, on essaye de gagner quelque chose par rapport à leur venue sur le territoire africain. Alors, Mamito, Cher, il parlait tout à l'heure de l'aspect commercial. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ce retour des stars, de grandes stars américaines sur le continent africain, c'est simplement un coup de com'? Non, c'est des gens qui aiment leur continent, ils reviennent pour se reposer, passer la retraite. Non, je rigole. Ce que je veux dire, c'est que
pour moi, c'est pas anodin en fait. Les Américains, on les connaît quoi. Ils passent pas leur journée quelque part où ils gagnent rien. Donc ça veut dire que s'ils veulent venir, comme Cher vient de le dire, c'est parce que ils ont une idée derrière. Ils ont une idée de profiter de nos décors, de profiter de nos cultures, de profiter de nos femmes, de nos hommes, de nos enfants. Donc maintenant, à nous aussi de savoir comment est-ce qu'on peut gagner, en tout cas profiter nous aussi de leurs expériences, de leur savoir-faire, parce que quand même c'est des Américains, quoi. On sait tous comment ils sont. Donc, que ça soit du gagnant-gagnant, c'est-à-dire du win-win, ils gagnent et nous gagnons en même temps. Je ne peux pas venir chez toi et t'imposer, te dire, écoute, la façon dont tu éduques tes enfants, franchement, non, tu sais, il faut un dialogue. Chérif parlait tout à l'heure du fait que les autorités doivent faciliter. En fait, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Il faut que cette histoire de on va aller voir nos amis africains, on leur amène quelques petits bonbons, 2-3 productions, on les paye quelques petites miettes et puis c'est bon, on a nos prods. Il faut qu'ils comprennent que maintenant là, il y a une jeunesse qui est là, qui est formée, qui sait ce qu'il veut et qui veut aller de l'avant. Et cette jeunesse-là, c'est pas la génération précédente qui avait peut-être une vision moins ouverte. Maintenant, il y a Internet. Tout le monde peut se développer. Donc, il faut qu'eux-mêmes comprennent qu'ils viennent chercher quelque chose dont nous aussi, on va bénéficier de cette chose-là. Donc, on gagne, ils gagnent à leur tour. C'est pas parce que c'est des Américains, ils viennent, ils nous occupent, comme c'était le cas. Ils amassent leurs sous, font de super belles prods, ils vont après vendre et nous on nous oublie. Non. Justement, elle parlait d'un partenariat gagnant-gagnant. Justement, est-ce qu'on peut s'attendre à de potentielles collaborations entre acteurs afro-américains et acteurs sénégalais? Oui, en fait, c'est mon rêve, parce que moi, j'aimerais vraiment que les acteurs sénégalais se frottent aux acteurs américains pour voir. En fait, parce que même si tous ils ont eu un parcours, parce que la majeure partie viennent des académies, des théâtres, ils ont eu la formation requise et tout, si on n'a pas ces mêmes types d'écoles, alors qu'ici on peut avoir du talent. Je donne l'exemple de, bon, même s'il a été Djimon Hounsou qui est venu ici, qui vient de l'Afrique, qui est parti à Paris, puis aux États-Unis, il a été un peu dirigé par Spielberg dans son film Amistad, je crois, c'est en 1997. Et voilà, un acteur, Djimon Hounsou, tout le monde parle de lui actuellement, c'est un grand acteur africain, etc. Donc je veux dire que le talent peut être naturel ici. On peut trouver des acteurs qui sont naturellement talentueux. Et qu'est-ce que les Américains vont faire de ce talent? Comment ils vont travailler avec des futurs grands acteurs et les proposer d'aller faire des formations, d'aller tourner dans les plateaux là-bas aux États-Unis? Je pense que ce serait une très bonne idée. Aïcha, tu voulais rebondir sur une question Oui, je voulais rebondir par rapport à la venue de nos confrères, parce que je vais être plus naïve autant pour moi, dans la mesure où je considère qu'actuellement c'est le cinéma qui est en train de se développer dans le continent. Et c'est ça qui attire l'œil des autres. Et ils viennent par curiosité, ils viennent parce que nous avons quelque chose à leur offrir. C'est parce que nous proposons et que nous faisons parler de nous que les gens ils ont envie d'être avec nous. Maintenant, c'est comment nous les accueillons. C'est ça la grande question. Comment nous les accueillons en tant qu'acteurs, en tant que réalisateurs, en tant que producteurs? Parce que quand ces acteurs-là, quand ces réalisateurs-là, quand ces producteurs-là viennent, ils apportent pas seulement leur technique, ils apportent aussi leur public, ils apportent aussi un monde derrière eux. Et nous, si on sait comment s'organiser pour les accueillir, ce sera bénéfique pour nous tous. Ce sera bénéfique autant pour eux, mais aussi autant pour nous. Parce que, comme l'a dit Chérif, si aujourd'hui ils viennent et qu'ils ouvrent des écoles d'actorat, il y a des jeunes qui veulent être formés, mais qui n'ont pas d'école. Il y a des réalisateurs qui veulent être formés et qu'il n'y a pas de grandes écoles de réalisation. Vous pensez qu'il faut que ces stars-là arrivent à marquer en tout cas le continent dans le sens où ils doivent investir notamment dans des structures pour permettre aux jeunes acteurs, réalisateurs africains de pouvoir avoir une performance, on va le dire ainsi? Effectivement, je trouve que quand ils viennent, ils doivent non seulement investir, mais collaborer avec ce qu'il y a ici. Parce qu'un acteur, quel qu'on soit, même si l'acteur il est pris et qu'il va dans une production, l'acteur sénégalais, il va apporter la touche
sénégalaise. Même s'il il travaille dans une boîte américaine, il va toujours apporter cette touche sénégalaise-là. L'acteur gabonais, il va apporter cette touche gabonaise-là. C'est une combinaison qu'il faut arriver, cette mayonnaise-là, il faut arriver à la faire prendre pour qu'elle puisse bénéficier à chacun d'entre nous. Mais c'est notre rôle, hein? C'est notre rôle en tant que des jeunes cinéastes qui se revendiquent des cinéastes. Nous avons compris à travers l'Internet, à travers l'évolution historique du cinéma, comment fonctionne le monde du cinéma. Maintenant, c'est comment nous faisons pour que le cinéma puisse nous bénéficier et bénéficier à nos futurs enfants. Effectivement, c'est ça que je dis. On n'est pas là pour mendier quelque chose. On n'est pas là pour tout ça. On est là pour apprendre. C'est ce que je dis souvent aux gens. Au lieu de payer à quelqu'un à manger, non, apprends-lui à gagner sa propre substance. Et c'est ça qu'on demande en fait. Ils sont là. Ce partenariat-là que vous espérez en tout cas de ce retour, c'est dans la formation, l'échange, le partage. Il a déjà au moins une production qu'il a lui-même autofinancée. Moi, j'en suis à ma deuxième autofinancée, c'est-à-dire j'attends mon salaire pour payer mes transports, mes déplacements, un technicien, nanana. Donc, on a d'abord cette base-là, nous, c'est-à-dire on essaie d'y aller avec nos propres moyens. On essaie de faire des choses avec les maigres moyens qu'on a. Donc maintenant, si toi tu viens vers moi et que tu me trouves sous l'arbre à palabre, calé, tranquille, ça ne te motive pas. Mais si tu me trouves dans mon monde, sachant que j'ai commencé au moins à faire quelque chose, tu vas juste m'accompagner. Donc c'est cet accompagnement-là, tout en sachant que avec ou sans toi, je vais y aller selon mes propres moyens. Et là pour juste préciser ce que tu es en train de dire, cet accompagnement sur le terrain, il faut que, parce que si une de ces stars qui arrive actuellement ici, moi je serais incapable de les voir, parce qu'ils vont passer par le biais des autorités qui sont ici. Donc à ces autorités de dire aussi comment vous allez aider notre jeunesse, faut qu'ils prennent leurs responsabilités pour cela. Donc si ça passe pas, nous on aura du mal à gagner, parce que c'était la même chose quand Barack Obama était président. On pensait que les choses vont, parce que c'est un noir, que tout va changer, mais c'est pas le cas en fait. C'est comme... Le cas, Omar Sy est venu ici. Omar Sy est venu ici. Il est venu ici. En plus... Mais on à va qui juste ça demander aux gars du lobby d'ouvrir un peu. De faciliter de nous le intégrer contact, dans le justement. lobby. Oui, c'est ça. C'est une question de personnalité. C'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une question, je me permets de te tutoyer, excuse-moi, c'est une question de personnalité. C'est-à-dire, nous, acteurs africains, c'est comment nous nous positionnons devant ces gens-là qui viennent nous offrir de la technicité ou qui viennent nous offrir une expérience. Il ne s'agit pas de se dire non, nous avons besoin de vous, comme on a l'habitude de sous-entendre quand certains viennent ici, ils ont déjà des préjugés, non, ils n'ont rien. Non, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de ça. Mais commencez déjà, lui, il a commencé sa boîte tout seul. Vous avez commencé votre film tout seul. Tout à l'heure, vous avez parlé de Alain Gomis. J'ai vraiment apprécié parce que moi, je ne l'ai jamais côtoyé personnellement, mais les camarades qui l'ont côtoyé, ils sont dans cet esprit-là qu'il faut faire quelque chose pour exister. On ne devient pas réalisateur à travers des cahiers, rester derrière c'est dans le tas, il faut être dans la pratique pour devenir un grand réalisateur ou un grand ingénieur de son ou une grande actrice. Il faut faire quelque chose. Et aussi ne pas se faire quelque chose. Là, pour moi, ça commence dans l'entrepreneuriat. Moi, j'ai une formation de communication des entreprises. Après, je suis rentrée au Sénégal, je suis tombée sur Leuz, c'est lui qui m'a un peu donné mes premiers pas dans le cinéma. J'étais régisseur. J'ai quitté régisseur, je suis devenue assistante réelle. J'ai quitté assistante réelle, ça m'a intéressée. J'ai dit, bon, écoute, j'ai fait un break, je suis allée me former. Donc, je me suis formée, je suis revenue. Quand je ne tourne pas, je suis conceptrice-rédactrice, c'est-à-dire que je conçois des concepts de pub radio et télé. C'est-à-dire que j'ai mon petit gagne-pain qui me permet, si toutefois je ne tourne pas, j'ai quelque chose à faire, ou je vais me former, ou je vais faire autre chose. Mais il faut aussi que cette jeunesse-là, cette jeunesse dont nous faisons partie, arrête de se dire que de courir derrière les castings, de n'avoir pas d'activité derrière. C'est pas parce que tu es acteur, tu as tourné dans une série qui a fait feu et flamme, tu vas rester encore 5 ans sans tourner. Pendant ces 5 ans-là, tu fais quoi de ta vie? Il faut que nous jeunes, apprenons à être autonomes, c'est-à-dire apprenons à avoir un métier d'abord
Et ce métier, voilà, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, tu sauras que si demain j'ai pas d'argent pour faire une prod ou quoi, j'ai un boulot qui me prend du lundi au vendredi. Sauf que le acteur, c'est déjà un métier, réalisateur, c'est déjà un métier. Ce qu'il faut faire, c'est que ces acteurs-là, ces réalisateurs-là, il faut qu'ils soient encadrés pour qu'ils puissent gagner quelque chose de leur métier. Tout à l'heure, il a parlé d'entrepreneuriat, vous en avez parlé. Le public sénégalais, le public africain en général, il n'a pas cette formation-là qui lui permet de comprendre celui-là est un réalisateur, il faut ça, il faut ça. Pourquoi? Moi, en tant qu'actrice, j'en connais tellement de gens qui n'ont jamais mis les pieds à la SODAV. Ils ne savent pas est-ce qu'il faut avoir une carte, comment il faut parler. Voilà. Personne, parce qu'on n'a pas cette curiosité-là, on ne nous a pas inculqué cette mentalité-là. C'est à nos gouvernants maintenant, actuellement que le cinéma est en devenir, comme j'ai l'habitude de le dire, de se dire quelle culture générale il faut inculquer à nos jeunes. Il a mis en place un fonds de combien de milliards par rapport à, comment ça s'appelle, Ciné, avec Fopica. Il y a eu des milliards. Je ne parle pas du fonds. Oui. Ce dont je parle, c'est l'éducation. Allez à Saint-Louis aujourd'hui, tous les jeunes qui sont formés à l'UGB, ils savent où se trouvent les fonds, comment écrire les projets pour aller gagner ces fonds-là. Parce que leurs professeurs, dans leur cursus universitaire, on leur a appris comment le faire. Ils savent réaliser, ils savent qu'est-ce qu'un réalisateur, un producteur doit faire pour aller trouver des fonds, pour aller démarcher, qu'est-ce qu'un réalisateur doit faire, qu'est-ce qu'un acteur doit faire. Mais non, les gens qui ne sont pas sortis de Saint-Louis, qu'est-ce qu'ils deviennent après? En parlant justement d'écriture, Chérif, vous êtes scénariste. Est-ce que le retour de ces stars américaines sur le continent africain, ça peut s'expliquer par l'histoire que le continent propose des fois? Parce qu'on a remarqué aujourd'hui aux États-Unis, il y a un concept qui est à la mode, on va le dire ainsi, c'est de la réalisation des biopics, c'est-à-dire voilà, de faire un film sur l'histoire d'un personnage. L'Afrique, il y a beaucoup d'histoires. Est-ce que ça aussi, ça ne peut pas expliquer le retour de ces stars? Bien sûr, parce que l'Afrique a beaucoup d'histoires jusque-là qui ne sont pas encore racontées, que personne ne peut mettre sur la table. Parce que déjà, je crois, moi, mon analyse, je pense que les films américains dans les années 90, 2000, ils avaient beaucoup à faire sur les problèmes qui concernent les États-Unis d'Amérique. Actuellement, le continent noir s'est invité, même dans la relation internationale. Vous voyez, si on parle de terrorisme, on a l'exemple du Nigeria qui est là, le Boko Haram par exemple. Il y a le problème de la Libye qui peut représenter des Arabes aussi. Donc c'est des sujets qui viennent toucher. L'Afrique est partout concernée par les relations qui touchent le monde. Donc c'est une porte aussi à découvrir. Je pense qu'aussi dans le dernier film de John Wick 3, il y a une partie où on a tourné au Maroc. Je crois qu'ils ont tourné au Maroc, donc en Marrakech. Et il y a aussi ces grands dictateurs, ces grands présidents, ces grands hommes africains qui sont là et que nous, on connaît leurs légendes qui ne sont pas encore racontées. Ouais, c'était le cas avec le film Le Dernier Roi d'Écosse qui racontait un petit peu l'histoire de l'ancien président ougandais. Oui, je crois qu'on a tourné en Ouganda, au Mozambique, je crois. Mais voilà une histoire pareille où on va déplacer un acteur américain, noir-américain, qui va jouer le rôle de l'Africain ici et qui va... Comme dans toutes les autres productions, ils font déplacer de grands acteurs américains pour jouer des rôles africains en fait. Moi, mon souci dans l'écriture, ça se situe au niveau de la déformation de l'histoire en fait. C'est ça mon principal problème. Parce que quand ils écrivent l'histoire, ils peuvent ne pas prendre la véritable ressource en fait. Parce que si on parle aujourd'hui de l'histoire de Cheikh Anta Diop, ils vont essayer de voir Cheikh Anta Diop selon les Américains par exemple. Quand ils vont parler de la libération de qui a libéré les esclaves, qui a commencé, ils vont toujours mettre cette touche-là en fait. Maintenant, ici, nous, on doit veiller parce qu'ils sont encore plus puissants que nous sur le plan de la masse. S'ils produisent un film, ça passe partout dans le monde. Est-ce que nous, on a cette force? Non. On les invite à venir découvrir notre continent. Ils vont écrire notre histoire. C'est clair. Ça, moi, je voulais revenir sur ça par rapport à l'écriture. C'est extrêmement important parce qu'ils ne comprennent pas une chose. L'Amérique tourne des films de guerre, ils ne remarquent pas des films de guerre. La guerre, personne n'aime ça. Et pourtant, tu sors de la salle, toi tu veux devenir Marines. Tu veux combattre pour les États-Unis. Pourquoi? Et pourtant, c'est des gens qui tuent des gens dans d'autres pays. Mais c'est comment ils racontent l'histoire.
c'est là où je veux venir. Et quelque part, il faut commencer à raconter l'histoire des héros africains. Comme ça, pendant Halloween, Mardi Gras, moi j'aimerais bien que nos enfants sortent. Moi je vais m'habiller en Lajor, l'autre se dit que je veux m'habiller tel. Voilà, exactement. Voilà, exactement. Okay. Utiliser l'imagination pour sublimer nos ancêtres ou quelque chose comme ça. Moi je dis que c'est ça. En parlant de... Il a sorti un terme assez intéressant, il a parlé association. Évidemment, les stars américaines, ils viennent en Afrique, d'autres pas du tout. On a eu la polémique, par exemple, la polémique avec le film Black Panther, entre guillemets, qui a donné un petit peu notre super héros noir, hein, c'est le premier. Mais la polémique, c'était que certains Africains ne se sont pas retrouvés dans le film. C'était le cas pour vous, Mamito? Vous n'êtes pas retrouvés dans le film? Ah, pas du tout. Je me retrouve plus dans Kirikou que dans Black Panther, parce qu'au moins, Kirikou, au moins le décor est africain. Mais si c'est un décor qui a été monté en toutes pièces dans des studios américains, par des Américains, c'est un film à travers lequel je ne m'identifie pas du tout. Donc, Black Panther, je pense que c'est the big farce of the siècle, quoi. Tu vois, c'est sérieux, tu vois, ils nous ont fait croire que ouais, c'est un film africain par des Africains, machin, blablabla. Wakanda, ça existe tout. C'est en Afrique. Déjà, vous ne vous retrouvez pas rien qu'avec le nom Wakanda, Non, que ça soit le nom, les acteurs, l'histoire. Pour moi, il n'y a rien d'africain à part la voix de Baaba Maal et le tama là, qu'on entend, le dong dong dong. Ok, excuse-moi, et si on voit vraiment le film, le scénario au profond, si on analyse le film, on voit que celui qui passe pour le bandit est beaucoup plus apprécié quelque part. Killmonger. Ouais. Effectivement. Ouais, parce que... on va pas... Allez-y, on va pas décortiquer. Non, en fait, c'est pour dire que juste qu'il a encore cette image de l'Américain qui ne connaît pas ses ressources par rapport à celui qui... En fait, tout n'est pas fait par hasard, en fait, parce que tout ça a un sens dans cette histoire de Black Panther, parce qu'on aurait aimé que ce soit quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus sincère, qu'on vienne tourner ici en Afrique. Le mec, il n'est pas là pour que ça soit sincère. Le mec, il est là pour se faire de la thune. Ouais. Il est quelque part dans un coin, il a peut-être, je sais pas, fait ce qu'il veut. Dans sa tête, il y a une Afrique qui trotte là. Il a envie de mettre ça sur papier, il a les moyens, il contacte 2-3 trucs. Allez, les producteurs, allez, on y va sur fond. Tac, tac, on le fait, on le sort, bim, l'Afrique est au premier plan, alors que non. En fait, c'est bien qu'il revienne en Afrique, voilà, se ressourcer, si on peut le dire ainsi, mais c'est bien aussi qu'ils viennent travailler avec l'Afrique, c'est-à-dire ils ont peut-être des codes africains, mais ils n'ont pas l'Afrique, Aïcha. Bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure dans les coulisses, c'est quand on parle de Black Panther, ils ont tout sauf l'Afrique. On n'est pas dupes. En tant que des Africains, on n'est pas dupes. Si aujourd'hui on a ce débat-là, eux-mêmes, ça peut, peut-être hier, ça aurait pu passer anodin, comme ça, personne ne comprend, les autres allaient comprendre, non, c'est une Afrique, non, mais à côté de Black Panther, il y a tellement de films qui montrent ce qui se passe en Afrique. Il y a tellement de documentaires, on a le paysage africain, on a les acteurs africains. Vous auriez voulu qu'ils viennent tourner Black Panther en Afrique? Bien sûr. J'aurais... Wakanda africain, ils n'ont qu'à venir en Afrique et puis nous trouver un Wakanda ou puis nous construire un Wakanda, ils vont tourner ça là-bas. Voilà, et s'ils étaient venus tourner, non seulement ils auraient eu le paysage, ils auraient eu les acteurs avec les accents qu'il faut, avec quel que soit le peuple qu'ils voulaient représenter, s'ils voulaient représenter nos dialectes, ils auraient pu avoir ça avec nos signes particuliers que nous avons, les différentes cultures qui font la beauté de notre Afrique. Mais personnellement, disons-nous juste que le créateur, il ne voulait pas aller jusque dans ça. C'est pas son problème. C'est pas les trucs d'Africain, comment il va se sentir, la couleur, non. Moi, il voulait sortir un héros black que les Afro-Américains blacks apprécient. Exactement. Et que les enfants, les Africains aussi vont apprécier. On va peut-être revenir un peu sur vraiment ce retour de ces stars afro-américaines sur le continent. Certains viennent avec des projets qu'ils vont réaliser en Afrique. Est-ce qu'on peut s'inquiéter un petit peu pour le cinéma africain quand on sait l'industrie derrière, le génie en tout cas des grosses productions américaines? Est-ce qu'on est en droit aujourd'hui de s'inquiéter un petit peu du cinéma africain? Par rapport à ça, il y a un film que j'avais vu il n'y a pas longtemps
et que c'est un ami, en fait, moi je ne l'avais pas regardé, mais c'est un ami français qui me l'a suggéré. Ça s'appelle Les larmes du soleil. Avec Bruce Willis et Monica Bellucci. Il m'a dit que quand il a regardé le film, mais l'Afrique l'a terrorisé. Ça a été tourné au Cameroun, hein, frontière camerounaise. Ça l'a terrorisé. Est-ce que c'est... Il a insisté pour me demander, est-ce que les atrocités que j'ai vues à l'intérieur, c'était une réalité chez vous? Vous faites du mal aux gens de façon barbare comme ça. Mais en termes de je sais pas, de matériel, les effets spéciaux, c'est ce qui manque un petit peu au cinéma africain, même si aujourd'hui le Nigeria arrive à proposer quelque chose d'assez intéressant. Mais est-ce que si les Américains, nos stars américaines qui reviennent sur le continent africain avec des projets qu'ils vont réaliser, derrière, effectivement, ils vont proposer quelque chose de meilleur, entre guillemets, on peut le dire ainsi. Est-ce qu'on peut, nous, Africains, se dire « Ah tiens, les Américains, ils arrivent avec un projet super intéressant, ils ont le matériel, ils ont tout ce qu'il faut, nous, on n'a pas ça ». Est-ce qu'on peut s'inquiéter? S'ils laissent une place aux Africains de travailler main dans la main, moi, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose de magnifique. Qu'ils ne monopolisent pas juste, nous on produit, on est là, on contrôle le scénario, on veut ce qu'on veut montrer, nous on le montre, mais pas ce que les Africains veulent montrer aussi. Ils peuvent laisser de l'espace aux Africains qu'ils puissent s'exprimer dans des films de blockbuster. Moi je pense que ce serait intéressant. Ils ont surtout intérêt à le faire parce que s'ils quittent les États-Unis pour venir en Afrique, c'est quelque part pour un échange. Ils veulent pas, s'ils viennent faire le Black Panther en Afrique, ça n'a pas de sens. Donc, s'ils viennent et que le scénario, avant même que l'on parle de production, que l'écriture soit une collaboration, c'est-à-dire que la technique d'écriture américaine soit mélangée avec cette capacité de raconter une histoire à la sénégalaise ou à la camerounaise, quel que soit le pays où ils sont, ça peut donner une autre image, une autre valeur à l'histoire qu'ils vont raconter. Et ils ont intérêt à le faire parce que sinon, ils vont toujours continuer une tradition où ils racontent l'histoire de l'Afrique à leur manière et c'est pas continuer de gagner de l'argent. Voilà. En fait, c'est nous qui sommes dans l'émotion, comme à chaque fois. En fait. Les mecs qui ne sont pas dans l'émotion, ils sont là pour se faire de l'argent. Nous aussi, on doit être prêt. On ne doit pas tout rejeter sur le poids des Américains, parce que je sais qu'il y a une paresse africaine qui est encore là, en fait, qui ne veut pas de la qualité à 100%. C'est la mondialisation, comme on peut dire. Chacun propose des produits et des films. Aujourd'hui, vous avez Netflix qui est aux portes de l'Afrique, on dit. Ils sont en train de chercher de bons films africains et qu'ils vont mettre dans leur plateforme et tout. Mais il faut qu'on leur propose aussi des films de très bonne qualité et bien faits. Moi, je pense que l'art de raconter des films, elle est personnelle. Elle peut aussi être... Vous pouvez prendre 3, 4, 10 scénaristes pour un projet. Mais ce n'est pas donné à l'Américain de savoir exactement comment on écrit un scénario, ni à l'Africain, c'est inné, c'est naturel. Mais juste maintenant, si on arrive à la technique, même si dans le scénario, il y a une technique d'écrire et tout, mais quand on arrive à la technique, c'est là où on va poser le problème sur la logistique. Qu'est-ce qu'ils ont de meilleur que nous? Est-ce que nos monteurs aujourd'hui sont spécialisés dans les effets spéciaux et tout? Est-ce que ça s'est fait de manière correcte pour passer au standard international? C'est là où le travail se situe pour moi. Et nous, on doit être prêts pour ça. Alors, Mamito, évidemment, à l'image du secteur de la musique, où on voit des stars américaines qui reviennent sur le continent, c'est le cas avec Akon, par exemple, qui est revenu au Sénégal et qui accompagne d'autres artistes africains. C'est le cas, il accompagnait les jumeaux nigériens P-Square. Est-ce que ça peut marcher également dans le cinéma, supposant, je ne sais pas, un Samuel L. Jackson qui vient parrainer, on va le dire ainsi, un acteur pour en tout cas l'aider à percer le marché américain? Bon, on parle tout le temps des acteurs, tout en sachant qu'en fait, il y a tout un monde derrière. Un Samuel L. Jackson, par exemple, qui a un film des centaines de millions de dollars qu'il doit tourner dans peut-être quelques années. Il peut
adapter son scénario, en tout cas son histoire, pour venir par exemple le tourner dans une forêt gabonaise ou à Dakar, dans la capitale, ou en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Et pendant ce tournage-là, ça va mobiliser énormément de personnes derrière. Ça va nourrir combien de familles? Ça va enrichir combien de techniciens derrière qui avaient besoin de mettre la main à la pâte, qui va, après peut-être ce film-là, leur permettre d'avoir les standards internationaux dont on parlait. Voilà. Voilà, en tout cas, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci Chérif, merci Aïcha, merci Mamito, merci Cher d'avoir participé à cette émission. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous vous donnons évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission Génération News sur Medi 1 TV Afrique. D'ici là, bonne suite de programmes sur nos antennes.